Ils avaient le pouvoir de déplacer des armées entières. Ils pouvaient décider du sort de millions d'hommes d'un simple ordre prononcé dans une pièce fermée. Et pourtant, certaines des plus grandes catastrophes militaires de l'histoire ne sont pas nées d'un manque d'armes, ni même d'un ennemi supérieur. Elles sont nées d'une seule chose, une décision absurde. Une décision prise trop vite. Ou trop tard. Ou par pur orgueil. Dans l'imaginaire collectif, la guerre est souvent racontée comme une suite de batailles héroïques, de génies stratégiques et de victoires éclatantes. Mais la réalité est bien plus cruelle. La réalité, c'est que l'histoire est remplie de moments où tout aurait pu basculer autrement. Si quelqu'un avait simplement dit non. Cette vidéo n'est pas une liste de rumeurs ou d'exagérations. Chaque événement que tu vas entendre est documenté, analysé, enseigné aujourd'hui encore dans les écoles militaires du monde entier comme des exemples de ce qu'il ne faut jamais faire. Et pourtant, à l'époque, ces décisions semblaient raisonnables à ceux qui les ont prises. C'est précisément ce qui les rend terrifiantes. Commençons par l'une des erreurs les plus célèbres de tous les temps. Une erreur si colossale qu'elle a englouti la plus grande armée d'Europe sans que l'ennemi n'ait besoin de la détruire directement. En 1812, Napoléon Bonaparte est au sommet de sa puissance. Il domine l'Europe continentale. Ses victoires sont étudiées, redoutées, presque mythifiées. Aucun général vivant ne semble capable de lui résister. Convaincu que son génie militaire est infaillible, Napoléon décide d'envahir la Russie pour contraindre le tsar Alexandre Ier à se soumettre à son blocus contre l'Angleterre. Sur le papier, l'opération paraît implacable. Plus de 600 000 soldats, la grande armée, la force militaire la plus impressionnante jamais réunie jusque-là, traverse les frontières russes. Les généraux sont confiants. Les cartes sont prêtes. Les batailles initiales sont favorables. Mais une chose n'a pas été réellement prise en compte. L'espace. Le temps. Et surtout, l'hiver. Les Russes refusent l'affrontement direct. Ils reculent, brûlent leurs propres villages, détruisent leurs réserves. Napoléon avance, toujours plus loin, persuadé que l'ennemi finira par céder. Moscou est atteinte. La ville est presque vide. Puis elle brûle. Napoléon attend une capitulation qui ne vient jamais. Et pendant qu'il attend, le froid arrive. Les soldats ne sont pas équipés pour l'hiver russe. Les chevaux meurent par milliers. Les lignes de ravitaillement s'effondrent. La famine, les maladies et le gel font plus de victimes que toutes les batailles réunies. Quand l'ordre de retraite est enfin donné, il est trop tard. Sur les 600 000 hommes partis, moins de 100 000 reviendront. Napoléon n'a pas été vaincu par une armée. Il a été vaincu par son incapacité à admettre qu'il avait sous-estimé un facteur qu'aucune bravoure ne peut combattre. La nature. Cette décision n'était pas un simple oubli logistique. C'était une certitude aveugle. La conviction que le monde devait plier face à sa volonté. Un siècle plus tard, une autre absurdité va coûter des dizaines de milliers de vies, non pas à cause de la nature, mais à cause d'un refus obstiné d'accepter que la guerre avait changé. En 1914, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, l'Europe entre dans le conflit avec des doctrines militaires héritées du XIXe siècle. Le courage individuel, l'honneur, la charge héroïque sont encore glorifiés. Certains officiers croient sincèrement qu'un soldat déterminé peut vaincre n'importe quel obstacle. Même une mitrailleuse. Dans plusieurs armées, notamment françaises et britanniques, des unités de cavalerie sont envoyées au combat comme autrefois. Des hommes à cheval, sabre au clair, lancés au galop contre des positions ennemies solidement retranchées et équipés d'armes automatiques capables de tirer des centaines de balles par minute. Le résultat est immédiat. Terrifiant. Des charges entières sont fauchées en quelques secondes. Les corps s'effondrent avant même d'atteindre les lignes adverses. Il n'y a ni duel, ni gloire, ni combat loyal. Seulement une mécanique industrielle de mort. Ces décisions ne viennent pas d'un manque d'information. Les mitrailleuses avaient déjà montré leur efficacité dans des conflits précédents. Mais certains états-majors refusaient d'abandonner une vision romantique de la guerre. Ils ont préféré sacrifier des hommes plutôt que des idées. La Première Guerre mondiale deviendra l'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire, et ces charges inutiles resteront à jamais comme le symbole d'une époque incapable d'accepter la réalité technologique qu'elle avait elle-même créée. Mais parfois, l'absurdité ne vient pas d'un retard doctrinal. Elle vient d'un choix politique si déconnecté de la réalité stratégique qu'il semble incompréhensible, même des décennies plus tard. En décembre 1941, l'Allemagne nazie est déjà engagée sur plusieurs fronts. La guerre contre l'Union soviétique est loin d'être gagnée. Les ressources s'amenuisent. L'industrie est sous pression. Et pourtant, Adolf Hitler prend une décision qui stupéfie même ses alliés. Il déclare la guerre aux États-Unis. Personne ne l'y oblige. Le Japon a attaqué Pearl Harbor. Mais aucun traité ne force l'Allemagne à entrer en guerre contre une puissance industrielle intacte,
distante géographiquement, mais capable de produire des armes à une échelle que l'Axe ne pourra jamais égaler. C'est un suicide stratégique. En quelques mois, les États-Unis mobilisent leur économie. Des milliers d'avions, de chars, de navires sortent des usines. L'équilibre mondial bascule irrémédiablement. Hitler vient d'ajouter un ennemi qu'il n'a ni les moyens matériels ni le temps de vaincre. Cette décision n'est pas militaire. Elle est idéologique. Elle est émotionnelle. Elle est prise par un homme convaincu que sa volonté personnelle peut plier l'histoire. Elle précipitera la chute du Troisième Reich. Et pourtant, même face à des échecs aussi monumentaux, l'histoire va continuer à produire des décisions tout aussi absurdes, parfois encore plus coûteuses en vies humaines. Car le véritable ennemi, dans ces histoires, n'est jamais seulement en face. Il est souvent assis à la table où les ordres sont donnés. Si l'histoire avait une ironie cruelle, elle se manifesterait souvent sous la forme de constructions gigantesques devenues inutiles le jour même où elles auraient dû servir. Et aucune décision militaire ne l'illustre mieux que celle qui va suivre. Après l'hécatombe de la Première Guerre mondiale, la France est traumatisée. Le pays a perdu des millions d'hommes. Les villes sont détruites. La peur d'une nouvelle invasion allemande est omniprésente. Les dirigeants jurent que plus jamais une armée ennemie ne traversera le territoire sans être arrêtée. La réponse semble logique. Defensive. Rationale. Construire un mur. Pas un mur symbolique. Une ligne de fortification colossale, moderne, presque indestructible. Des bunkers de béton armés, des canons dissimulés, des kilomètres de galeries souterraines, capables d'abriter des soldats pendant des mois. La ligne Maginot devient l'orgueil de la stratégie militaire française. Des milliards sont investis. Des ingénieurs de génie sont mobilisés. Tout est pensé pour résister à une attaque frontale. Tout, sauf l'imprévu. Car pendant que la France fixe son regard sur cette ligne immobile, l'Allemagne, elle, pense différemment. La guerre a changé. La mobilité est devenue une arme. Les blindés, l'aviation, la coordination rapide des unités permettent de frapper là où on ne s'y attend pas. En 1940, lorsque l'offensive allemande commence, elle ne s'écrase pas contre la ligne Maginot. Elle la contourne. Par les Ardennes. Une région jugée impraticable pour une armée moderne. En quelques semaines, la France est vaincue. Les fortifications les plus coûteuses de l'histoire n'ont presque pas servi. Elles n'étaient pas inutiles techniquement. Elles étaient inutiles stratégiquement. La ligne Maginot n'est pas un symbole de lâcheté ou d'incompétence. Elle est le symbole d'une erreur plus subtile et plus dangereuse. Préparer la prochaine guerre comme si elle ressemblait à la précédente. Mais toutes les décisions absurdes ne sont pas lentées. Bureaucratiques. Certaines sont rapides, violentes, spectaculaires, et pourtant incomplètes. Le 7 décembre 1941, au petit matin, le ciel de Pearl Harbor s'assombrit. Des avions japonais surgissent sans avertissement. Les bombes frappent les navires américains à quai. Les explosions déchirent la base navale. En quelques heures, des milliers de soldats sont tués ou blessés. Pour le monde entier, c'est un choc. Pour le Japon, c'est une victoire éclatante. Du moins, en apparence. Car au cœur de cette attaque soigneusement planifiée se cache une faille fatale. Les stratèges japonais ont visé les cuirassés, symbole de la puissance navale traditionnelle. Ils les ont coulés ou gravement endommagés. Mais les véritables armes du futur ne sont pas là. Les porte-avions américains sont absents. Ils n'ont pas été détruits. Leurs infrastructures de réparation, leurs dépôts de carburant et leurs chantiers navals sont restés intacts. Le Japon a frappé fort, mais il n'a pas frappé juste. Cette décision transforme une attaque décisive potentielle en provocation géante. Les États-Unis ne sont pas seulement touchés. Ils sont réveillés. En quelques mois, l'industrie américaine se met en marche à une échelle jamais vue. Les porte-avions deviennent le cœur de la guerre du Pacifique. Et ceux qui auraient pu être détruits à Pearl Harbor mèneront plus tard les batailles qui briseront l'empire japonais. Pearl Harbor n'a pas perdu la guerre pour le Japon immédiatement. Mais il a rendu sa défaite inévitable. Et parfois, l'absurdité atteint son sommet lorsque l'évidence est visible par tous, sauf par celui qui a le dernier mot. Hiver 1942. La ville de Stalingrad est devenue un champ de ruines. Rue après rue, immeuble après immeuble, les combats font rage entre l'armée allemande et l'armée rouge. L'objectif est symbolique autant que stratégique. Prendre la ville qui porte le nom de Staline. Mais la situation bascule. Les forces allemandes sont progressivement encerclées. Les généraux sur le terrain comprennent ce qui se prépare. Ils demandent l'autorisation de se replier avant qu'il ne soit trop tard. Les cartes sont claires. Les rapports sont alarmants. La réponse arrive de Berlin. Non. Pas de retraite.
Pas de repli. Pas de recul. Hitler ordonne de tenir la position, coûte que coûte. Il promet un ravitaillement aérien impossible à assurer. Il transforme une armée entière en piège immobile au cœur de l'hiver russe. Les soldats meurent de faim, de froid, de maladie. Les munitions s'épuisent. Les renforts n'arrivent pas. Et pourtant, l'ordre ne change pas. Quand la capitulation est enfin signée, plus de 300 000 soldats allemands ont été tués, blessés ou capturés. Stalingrad marque le tournant irréversible de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ce n'est pas seulement une défaite militaire. C'est la preuve que l'idéologie et l'ego peuvent annihiler toute logique stratégique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Même dans le monde moderne, avec des satellites, des services de renseignement avancés et des décennies d'expérience militaire accumulées, l'absurdité continue de se manifester. Car aucune technologie ne peut compenser un plan mal conçu. Au début des années 1960, les États-Unis veulent renverser le régime de Fidel Castro à Cuba. Le projet est secret. Il repose sur une invasion menée par des exilés cubains entraînés par la CIA. Sur le papier, l'opération est discrète et rapide. Dans la réalité, elle est mal préparée, mal soutenue et mal évaluée. Le débarquement a lieu dans la baie des Cochons. Les forces locales sont alertées. Le soutien aérien promis est réduit. L'effet de surprise disparaît presque immédiatement. En quelques jours, l'invasion échoue. Les assaillants sont capturés ou tués. Le fiasco est public, humiliant, mondialement médiatisé. Cette décision renforce le pouvoir de Castro, rapproche Cuba de l'Union soviétique et contribue indirectement à la crise des missiles qui amènera le monde au bord de l'anéantissement. Nucléaire. Une erreur en cascade. Un plan irréaliste. Une confiance excessive dans un scénario qui n'existait que sur le papier. Ces décisions ont un point commun. Elles n'ont pas été prises par des fous. Elles ont été prises par des hommes convaincus d'avoir raison. Des hommes entourés de conseillers, de rapports, de chiffres, mais enfermés dans leur propre certitude. Et plus le pouvoir est grand, plus l'erreur devient fatale. Car en guerre, une seule décision absurde ne coûte pas seulement une bataille. Elle peut coûter une génération entière. À travers toutes ces décisions, un schéma apparaît. Un fil invisible relie Napoléon avançant vers Moscou, les cavaliers galopant vers les mitrailleuses, les fortifications immobiles de la ligne Maginot, les bombes de Pearl Harbor, les ruines glacées de Stalingrad et le sable de la baie des Cochons. Ce fil, ce n'est ni la malchance, ni le hasard. C'est la certitude. La certitude d'avoir raison. La certitude d'être plus intelligent que l'adversaire. La certitude que la réalité finira par obéir. Dans chacun de ces cas, les avertissements existaient. Des généraux doutaient. Des rapports signalaient des risques. Des alternatives étaient possibles. Mais une fois qu'un pouvoir s'enferme dans une vision unique, toute information contraire devient un bruit de fond, puis une menace, puis une insubordination. Et plus le chef est puissant, plus il est isolé. L'histoire militaire est souvent racontée comme une suite de stratégies brillantes et de génies incompris. Mais en réalité, elle est aussi une chronique de décisions prises dans la peur, dans l'orgueil ou dans le refus d'admettre l'erreur. Et ce sont ces moments-là qui façonnent le monde plus sûrement que les victoires éclatantes. Napoléon aurait pu se retirer avant l'hiver. Les cavaleries auraient pu être réorganisées. La ligne Maginot aurait pu être pensée comme un outil parmi d'autres. Pearl Harbor aurait pu être une frappe totale. Stalingrad aurait pu être évacuée. La baie des Cochons aurait pu être abandonnée avant même de commencer. Mais aucune de ces choses n'a eu lieu. Parce que renoncer est souvent perçu comme une faiblesse. Parce que changer d'avis est confondu avec perdre la face. Parce que dans les cercles du pouvoir, admettre une erreur peut sembler plus dangereux que persister dans une catastrophe. Ces décisions ont coûté des millions de vies. Pas abstraites. Pas statistiques. Des hommes, des femmes, des familles, dont le destin a basculé à cause d'un ordre donné loin du champ de bataille. Et c'est peut-être là la leçon la plus dérangeante de toutes. L'ennemi le plus dangereux n'est pas toujours celui que l'on affronte. C'est parfois celui qui refuse d'écouter. Car la guerre n'est pas seulement un affrontement de force. C'est un affrontement entre la réalité et l'illusion de contrôle. Chaque époque croit être plus intelligente que la précédente. Mieux équipée. Plus rationnelle. Plus informée. Pourtant, les mêmes erreurs reviennent, sous d'autres formes, dans d'autres contextes, avec d'autres technologies. L'absurdité ne disparaît jamais vraiment. Elle change simplement de visage. Aujourd'hui encore, des décisions sont prises dans des salles fermées, avec des conséquences que seuls ceux qui n'ont pas décidé devront payer. Et demain, d'autres historiens se demanderont comment il a été possible de commettre des erreurs aussi évidentes.
La véritable question n'est donc pas de savoir comment ces décisions ont été possibles, mais pourquoi elles continuent de l'être. Si cette vidéo dérange, ce n'est pas parce qu'elle parle du passé, c'est parce qu'elle parle de l'être humain. Et tant que l'ego primera sur la lucidité, l'histoire continuera de s'écrire. Avec des décisions absurdes.